Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau d'anniversaire chocolat noix de coco. Donc nous sommes toujours dans le cadre des 20 ans de meilleur du chef et je vous rappelle que nous organisons également un concours de recettes sur Facebook. Donc un concours en partenariat avec la maison Cacao Barry. Le thème du concours, c'est réaliser votre gâteau d'anniversaire, donc sur le thème du chocolat bien sûr, pour l'anniversaire des 20 ans de meilleur du chef. Ce concours est valable jusqu'au 14 octobre 2021, donc soyez imaginatifs, créatifs, faites-nous part de vos réalisations et bien sûr, il y aura 3 gagnants qui seront désignés. Les 3 gagnants pourront gagner 3 kg de chocolat et également un kit de pâtisserie Cacao Barry. Vous pouvez retrouver toutes les modalités du concours sur la page Facebook de Meilleur du Chef. Alors pour ce gâteau d'anniversaire qu'on réalise aujourd'hui, ça va être très simple. On va faire un cœur, donc un insert à base de, sous la forme un petit peu d'une crème brûlée, mais à base de noix de coco, qu'on va cuire donc dans un moule demi-sphérique. C'est un moule de ce type-là, métallique, alors qui fait 10 cm de diamètre. Et également, on va utiliser un moule Pavoni, donc ce moule-là, avec un relief intérieur en forme d'arabesque, que je vous montrerai donc au fur et à mesure. Vous avez ici sur le plan de travail la boîte. Donc on va commencer tout de suite par l'insert noix de coco, donc un petit peu à l'idée d'une crème brûlée. Dans la casserole, nous avons de la crème fleurette, 35% matière grasse, que nous allons aromatiser avec de la noix de coco. Alors on ne va pas utiliser des arômes liquides, on va utiliser de la noix de coco râpée pour l'aromatiser. Je vais commencer par la faire chauffer. Il nous faudra également de la noix de coco râpée, donc des jaune d'œuf et du sucre. Donc, commencez par faire chauffer la crème fleurette dans une casserole. On va aller jusqu'à l'ébullition. Lorsque la crème sera à ébullition, on va y rajouter donc la noix de coco râpée. On va bien l'immerger dans la crème, bien remuer, et on va filmer la casserole, et on va laisser poser pendant 1 heure. On va laisser poser pour laisser donc infuser et que la noix de coco puisse donner tout son parfum à la crème. Cette crème brûlée sera ensuite moulée donc dans le petit moule demi-sphérique que je vous ai montré et sera cuite pendant 1 heure environ à 130 degrés. Alors à température relativement douce pour ne pas que la crème chauffe trop et qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle les nids d'abeilles, c'est-à-dire plein de petits trous dans la crème. On veut une crème parfaitement lisse, bien crémeuse. Et donc c'est très important de cuire à très basse température. Comme on est sur un moule demi-sphérique, je vous le montre en attendant que la crème se mette à chauffer. Je vais utiliser un plateau à œufs, en fait, tout simplement, pour pouvoir poser mon moule demi-sphérique. Je vous montre ici, parce que sinon on aura un problème de stabilité durant la cuisson. Voilà, donc vous devez avoir, je pense, un plateau à alvéole d'œufs chez vous. Lorsque vous achetez des œufs, c'est vendu avec, donc gardez-le, vous en servirez pour la cuisson de cette crème. Donc voilà, la crème va commencer à bouillir dans quelques instants. C'est le cas. Alors je laisse bien démarrer l'ébullition. Faites attention, c'est comme le lait, ça déborde. Dès que ça bout, on coupe le feu. Voilà, je rajoute ma noix de coco. Je mélange bien. Voilà, dès qu'elle est bien immergée dans la crème, je vais filmer maintenant ma casserole de façon à garder toutes les saveurs et de façon à faire en sorte que cette noix de coco s'infuse dans la crème. Donc à ce stade, on laisse poser pendant 1 heure. La crème bien sûr va refroidir légèrement, va tiédir, c'est normal. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc 1 heure s'est écoulée, la crème a bien infusé. On va maintenant la passer au tamis
au tamis dans un premier temps, puis également dans un torchon dans un second temps, pour vraiment extraire toute la crème. Le but est de récupérer bien sûr toute la partie liquide. Si on se contente de presser avec une simple cuillère ou une simple louche dans la passoire, on va perdre beaucoup de crème et il faut vraiment récupérer la quantité maximum. Alors, je vais commencer par passer ma crème, je vais faire comme ça, à travers donc, un tamis sur un petit saladier. Voilà, et là j'extrais donc le maximum de crème possible. Et dans un second temps, donc, je vais tamiser cette pulpe de notre coco qui reste à travers un torchon pour vraiment bien presser et vraiment extraire tout le jus. Donc vous prenez un torchon propre, bien sûr, pas troué de préférence. On vient vider la crème qui reste avec la coco sur le torchon. Ici, je vais utiliser des gants à la maison, vous lavez bien les mains parce que je vais devoir mettre les doigts dedans. Voilà, je récupère donc la matière dans le torchon et là je viens presser et vous voyez tout ce qui coule, tout ce qu'on peut récupérer. Il y a beaucoup de liquide. Sans procéder ainsi, vous allez avoir beaucoup de mal à récupérer tout ce liquide. Voilà, vous pressez bien fort. Et là, vous avez une parfaite crème bien aromatisée à la noix de coco. Donc, lorsque la crème est prête, on verse donc les jaune d'œuf dans un cul de poule. J'y rajoute le sucre en poudre et je vais donc blanchir les deux ingrédients au fouet. Donc je vais battre pendant quelques dizaines de secondes, le but étant de dissoudre le sucre dans le jaune d'œuf. En fait, je vais arrêter de battre lorsque je n'entendrai plus les grains du sucre qui frottent le fond du cul de poule. En même temps, la préparation blanchit légèrement. Et j'ai un four derrière moi qui est allumé, donc à chaleur tournante, à 130 degrés. Pensez à le préchauffer à la maison. Voilà, les œufs sont bien blanchis. Je rajoute ma crème à la coco. Alors, il est légèrement tiède encore. En 1 heure de temps, elle n'a pas eu le temps de refroidir. Vous pouvez également le faire la veille si vous voulez. Vous laissez poser plus d'1 heure. Plus ça va poser, plus l'arôme va se diffuser et meilleur ça sera. Dans ce cas-là, si vous le faites la veille, vous laissez poser la crème dans le saladier, filmé bien sûr, mais au frigo. Voilà, je mélange bien. Donc on aurait la possibilité, pour avoir vraiment un appareil bien homogène, de passer un petit coup de mixeur plongeant.
Bon, là, je ne vais pas le faire, c'est pas utile. Mais à la maison, si vous avez des petits grains d'œuf qui restent visibles, faites-le. Et on n'a plus qu'à la mettre en cuisson. Donc, je vous disais, j'utilise une alvéole à œuf. C'est les plateaux dans lesquels sont vendus les œufs, pour bien stabiliser mon petit récipient ici qui est demi-sphérique. Si je le laissais comme ceci, il a tendance à se balancer. Donc comme ceci. Et je vais venir donc garnir l'intérieur de mon moule. Avant, je vais le graisser légèrement. Ça, c'est pour faciliter le démoulage sur toutes les parois intérieures. Donc je viens le remplir bien à ras-bord. Je rappelle que ce moule demi-sphérique fait un diamètre de 10 cm. Voilà, et quand on arrive à ce stade-là, c'est là qu'on voit s'il est bien droit. Donc on le redresse si nécessaire. Et on continue à le remplir vraiment jusqu'au bord. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc 130 degrés. Alors là, vous y allez délicatement pour ne pas tout renverser. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson. Voilà, les 1 heure de cuisson se sont écoulées. Donc notre crème à la coco est cuite. Alors, lorsqu'elle est cuite, voilà ce qu'on obtient. On a, regardez si je secoue légèrement, c'est légèrement tremblotant en surface. C'est tout à fait normal, c'est pour garder l'onctuosité de la crème. Alors, en refroidissant, elle va se figer. Donc, vous allez commencer par la faire refroidir à température ambiante avant de pouvoir la mettre, vous pouvez la mettre 1 heure ou 2 au frigo et après vous la mettrez au congélateur. Je poursuis avec la génoise au chocolat, génoise qui est donc une des préparations, une des pâtes que l'on apprend en priorité en pâtisserie ou en cuisine. Généralement, on la fait nature, là on va la faire au chocolat. Alors la petite différence qu'il y a pour la faire au chocolat, on réduit un petit peu la quantité de farine qu'on remplace par du cacao. Donc on va partir sur les œufs qui sont bien sûr entiers. Une génoise ne comporte pas de levure. On voit des recettes avec de la levure chimique. Attention, une génoise avec de la levure chimique, ce n'est pas une génoise. Une génoise n'a pas de levure, elle est composée uniquement d'œufs, de sucre et de farine. Si elle est au chocolat, on rajoute un petit peu de cacao comme on va le faire aujourd'hui. Voilà, hop. Donc, des œufs entiers, on va y rajouter le sucre en poudre. Et ici, je me suis préparé un bain-marie parce qu'il faut monter la préparation au ruban. Donc, monter la préparation au ruban, pour cela, il faut chauffer la préparation et on la bat jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 50 degrés. Alors, pour vraiment se rendre compte de la température, sans thermomètre, on va juste toucher le dessus des œufs avec le dessus du doigt ici, qui est une partie sensible de la main, du doigt. Et il faut que ce soit à peine supportable. Quand c'est la limite de la brûlure, enfin il ne faut pas aller jusqu'à la brûlure, mais quand ça devient insupportable, c'est que la température des œufs est bonne. Et là, il faut battre jusqu'à complet refroidissement. Alors on peut battre à la main, comme je le fais là actuellement, jusqu'au bout du processus. Ou alors, dès que la température est atteinte, on peut terminer au batteur électrique. C'est ce qu'on va faire nous ici. Donc, dans un premier temps, je bats au fouet. J'ai une eau dessous qui n'est pas à ébullition, elle est frémissante. Donc je vais l'amener à ébullition. Lorsqu'elle est à ébullition, on réduit la température de la plaque de façon à ce qu'elle reste chaude et frémissante. Et là, on mélange sans arrêt pour éviter la coagulation de l'œuf. Je vous rappelle que l'œuf coagule à 82 degrés. Donc si je laissais comme ceci pendant plusieurs minutes, l'œuf coagulerait au fond du récipient. Donc on bat sans s'arrêter
peux commencer à tester la température en touchant avec le dessus du doigt. C'est tout à fait supportable, donc c'est pas assez chaud. Pensez également à ce stade de la recette à allumer votre four, donc un four ventilé, préchauffé à 180 degrés. Allez, je reteste la température. Là, ça commence à bien chauffer. On va laisser encore un tout petit peu. Voilà, là on est bien chaud. Donc je retire ma cuve du bain-marie. Je vais contrôler la température juste pour vous donner un repère. Voilà, on est même à 65 degrés. Donc on ne va pas aller au-delà. Et on va terminer donc de monter nos œufs avec le batteur. Jusqu'à complet refroidissement. Alors pendant ce temps, je vais tamiser ma farine et mon cacao sur une feuille de papier sulfurisé. Alors si on fait une génoise nature, le cacao bien sûr, on n'a pas besoin, c'est que de la farine. Pour une génoise au cacao, on rajoute, c'est environ 10-15% de cacao, 10-15% de farine qu'on remplace par du cacao. Voilà. Voilà, donc après quelques minutes de mélange, donc à vitesse maximum, la préparation a bien augmenté de volume, elle a également bien blanchi et bien sûr elle a refroidi. Le but étant de récupérer une préparation froide à température ambiante. Donc maintenant on va faire le mélange final avant la cuisson, à savoir on va incorporer donc les poudres, ici farine et cacao, dans l'appareil à génoise, qui a été donc monté au ruban, c'est le terme technique, et on va l'incorporer délicatement. Le but étant de mélanger la farine sans faire retomber la préparation. On s'est embêté à incorporer de l'air, à obtenir du volume. Le truc, c'est pas de faire tout retomber, c'est de mélanger délicatement avec le geste que je vais vous montrer. Alors, les poudres se rajoutent progressivement, mais assez rapidement quand même. Voilà, on fait tomber la poudre sur l'appareil à génoise en mélangeant délicatement. Et lorsque toute la poudre a été rajoutée, on termine le mélange. Et là, vous voyez, je vais bien chercher au fond et je remonte en frottant bien les parois du bol. Procède comme ceci, jusqu'à ce que toute la farine et tout le chocolat soient incorporés, que mon appareil soit de couleur homogène. Je vais bien au fond à chaque fois pour ne pas que la poudre a tendance à aller au fond et à s'agglutiner au fond et en fait à ne pas se mélanger. Et au bout du compte, quand je vais la transférer sur ma plaque de cuisson,
je vais avoir un amas de farine au fond, pardon, et ça ne va pas être bien du tout. Dans une génoise également, il n'y a pas de beurre. Alors, il y a des recettes où on rajoute du beurre. C'est vrai qu'on peut en mettre. Ça serait à ce stade-là un petit peu de beurre fondu, mais on peut tout à fait s'en passer. Voilà, je m'assure qu'il n'y ait plus du tout de poudre. C'est parfait. Voilà. Donc j'ai pris une plaque à pâtisserie sur laquelle j'ai installé une toile silicone et je vais venir donc verser ma préparation sur la toile. Et je vais donc étaler ma pâte à génoise sur la toile, sur une épaisseur régulière. Alors on a besoin de détailler dans cette pâte à génoise qu'un disque de biscuit, un disque qui fera environ 18 cm. Donc là on en a un petit peu trop. Sachez que le biscuit se conserve très bien au congélateur. On va juste veiller à faire une couche de biscuit bien régulière. Quand on va prélever le rond, on va le prélever d'un côté, de façon à avoir une base pleine qui reste pour une utilisation ultérieure ou pour une autre recette. Voilà, ce qui est important, c'est de faire une couche régulière pour avoir une cuisson homogène. Et il n'y a plus qu'à enfourner donc à 180 degrés. On va le cuire environ pendant 10-12 minutes, sachant que le temps de cuisson peut varier d'un four à l'autre. Donc on va contrôler vraiment le temps de cuisson qu'on va prendre aujourd'hui, que je vous indiquerai après. Mais à la maison, ça peut varier de 2-3 minutes. Voilà, la cuisson du biscuit va s'achever. Donc elle aura duré 9 minutes. Donc comment se rendre compte si notre biscuit est cuit? Il faut au toucher, on se rend compte vraiment si le biscuit est encore cru à cœur ou non. Et quand on enfonce le doigt, il faut que l'empreinte ne reste pas, que le biscuit remonte légèrement. Donc lorsque le biscuit a terminé de cuire, on le transfère de suite sur une grille pour faciliter son refroidissement. Si on le laissait sur la plaque qui est bouillante, la cuisson continuerait à se faire légèrement, beaucoup moins que dans le four bien sûr, mais ça assécherait le biscuit. Donc voilà, on le transfère et on le laisse refroidir. Notre insert crème noix de coco a bien refroidi, il est totalement congelé. Donc maintenant on va procéder au démoulage. Alors pour le démouler, bien sûr, comme on a un moule métallique, ça va être difficile de le sortir comme si c'était un moule en silicone. Donc on va le chauffer avec le chalumeau. Donc je chauffe bien tout le contour. Alors le but n'étant pas de le faire fondre, le but étant de lui permettre de glisser à l'intérieur du moule et de se démouler en fait facilement, comme on peut le voir ici, et de le sortir intact. Donc une fois qu'il est démoulé, vous le replacez au congélateur. Il ne faut pas qu'il dégèle. On en aura besoin de congeler tout à l'heure pour le montage donc, de l'entremet. Nous poursuivons avec la mousse chocolat, donc mousse chocolat spéciale entremet. C'est une mousse avec un sucre cuit. Donc pour les ingrédients, nous avons des œufs entiers, du sucre, du chocolat, ici chocolat Ocoa, de cacao barry, et de la crème fleurette qu'on va battre en crème fouettée. Donc d'abord, on va faire chauffer on va faire cuire le sucre. Donc on va utiliser la plaque de cuisson et on va mettre le sucre dans une petite casserole avec un petit peu d'eau.
Voilà, je mets un fond d'eau. Alors la quantité d'eau n'a pas trop d'importance, sachant qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour humidifier tout le sucre. Si on met trop d'eau, le temps de cuisson du sucre sera plus long que si on met juste la quantité nécessaire. Je répète, la quantité nécessaire, c'est vraiment la quantité qu'il vous faut pour humidifier tout votre sucre. Donc ici, je mélange pour être sûr de tout humidifier et je vais pouvoir mettre à chauffer. Là, on va chercher à atteindre la température de 118 degrés. Je me cale sur l'autre côté. Non, je vais rester ici. Et on va préparer le batteur pour tout à l'heure. Donc, on va mettre dans la cuve du batteur les œufs. Qu'ils soient prêts à recevoir le sucre cuit lorsqu'il sera à bonne température. Je vais commencer à les mélanger juste pour avoir des œufs bien battus. Voilà, comme ceci. Alors, on va utiliser un thermomètre de cuisson pour vraiment vérifier la température du sucre. Là, c'est important de bien la respecter. Donc, on part sur du 118 degrés. Pendant ce temps, je vais faire fondre mon chocolat. Donc, chocolat Ocoa que j'ai ici dans un bol. Sachez que vous pouvez le faire avec le chocolat que vous voulez. C'est un chocolat noir qu'il faut utiliser par contre. Et je le fais fondre par étapes de 20 à 30 secondes dans un four micro-ondes à puissance maximum. Je veille à bien le mélanger avant de le remettre à chauffer pour éviter qu'il brûle. Voilà, le sucre commence à frémir légèrement. Alors, il faut être vigilant pour ne pas arriver sur un caramel. Si on a fait un caramel, c'est trop tard. La température de cuisson est bien 118 degrés. La température de cuisson d'un caramel est bien plus, bien au-delà. Donc, si vous respectez bien le degré de cuisson, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, lorsque le chocolat commence donc à fondre, ici, on ne voit pas grand-chose encore pour le moment, mais en remuant, on va se rendre compte dessous qu'il y a des pistils qui commencent à fondre. On va bien le mélanger et le remettre à nouveau pendant 20-30 secondes pour augmenter la fonte. On va attendre que les cuissons se fassent tout doucement. Voilà, le sucre est à ébullition. On va être vigilant maintenant. Le chocolat, il fond progressivement. Allez, je continue. Alors, pour bien faire pour le chocolat, il ne faut pas dépasser la température de 50 degrés. Au-delà, on l'abîme. Donc, 50 degrés pour le chocolat noir. Et là, l'ébullition est vraiment bien franche, donc je peux y mettre mon thermomètre jusqu'à 118 degrés. Alors, plus la cuisson avance, plus la température monte vite. Donc attention, là je suis déjà à 112. Dans l'idéal, il faut que le bout de la sonde ne soit pas au contact du fond de la casserole. Il faudrait que la sonde soit vraiment entre deux eaux, donc entre le fond de la casserole et entre la hauteur du sucre à ébullition. « 117,8, 118. Voilà. Je sors ma casserole du feu. Je mets à battre mes œufs. Les œufs de préférence, température ambiante, ce sera mieux pour éviter le choc thermique entre le sucre qui est bouillant et les œufs qui seraient très froids. Donc là, je suis sur des œufs tempérés, donc c'est très bien. Et j'incorpore donc mon sucre.
comme ceci. J'évite de faire tomber le sucre sur les branches du fouet pour éviter que le fouet attrape le sucre et le projette sur les parois de la cuve. Et quand mon sucre est rajouté, je mets la vitesse au maximum et je laisse battre jusqu'à complet refroidissement. Pendant ce temps, je vais regarder mon chocolat qui est entièrement fondu, que je garde de côté pour faire le mélange final. Alors, je suis à 50 degrés, c'est parfait. Je m'assure qu'il soit entièrement fondu et on le réserve. Dès que les œufs seront montés, on appelle cette préparation une pâte à bombe. Je vais monter par la suite ma crème fouettée et on va mélanger ces trois éléments qui vont constituer en fait ma mousse au chocolat. Voilà, donc notre appareil à bombe est prêt. La préparation est refroidie, température ambiante. Et on a quelque chose d'extrêmement léger qui a bien pris du volume. Donc maintenant on va faire le mélange. Avant ça on va monter la crème donc fleurette en crème fouettée. Le mélange se fait vraiment à la dernière seconde lorsqu'on a tout qui est prêt. Voilà, la crème fouettée est montée. Alors je la monte volontairement souple et je vais juste la terminer au fouet à main de façon à avoir la texture vraiment idéale. Si je l'avais laissé monter au batteur, il suffit que je l'oublie 10 secondes de trop et on est sur une crème beaucoup trop ferme. Donc là, on peut le voir, j'ai une crème qui est relativement souple. Si je penche mon bol, en fait, elle s'écoule. Donc là, je la termine comme ceci à la main, de façon à ce que j'ai une crème qui se tienne sur le bout de mon fouet, mais qui coule quand même, mais pas de suite. Elle tombe au bout d'un moment. Voilà. C'est pas parce que vous avez une crème montée souple que votre préparation, au final, sera moins ferme, aura moins de tenue. Ça, c'est une erreur, on le croit souvent, mais non. Que ce soit pour une mousse de fruits ou pour une mousse au chocolat, comme ici. Donc, pâte à bombe. Température ambiante, je vais y rajouter mon chocolat qui est légèrement tiède. Alors, en rajoutant mon chocolat, je vais perdre beaucoup de volume, c'est normal. En rajoutant quelque chose de compact comme le chocolat fondu, évidemment, je vais avoir une masse qui va perdre du volume parce qu'on va perdre beaucoup d'air qu'on a incorporé dans la pâte à bombe. Je prends une grande spatule par contre pour faire le mélange parce que j'ai de la masse, donc il faut avoir une spatule adaptée. Je verse mon chocolat dans la pâte à bombe. Et je viens bien mélanger à la spatule rapidement pour éviter que le chocolat se fige au contact de la pâte à bombe qui est froide. Le risque n'est pas très important là, mais ça pourrait arriver. Et si le chocolat se fige, on aura des morceaux qu'on ne pourra pas dissoudre. Mais le risque est beaucoup plus important lorsqu'on va incorporer la crème fouettée, qui elle est froide. Donc le risque que le chocolat cristallise et forme des morceaux est beaucoup plus important. Je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une préparation bien lisse, bien homogène donc en texture, en couleur. Voilà, on y arrive. Vous voyez le volume qu'on a perdu. Alors pas d'inquiétude à la maison, c'est tout à fait normal.
Je continue à bien mélanger pour bien incorporer tous les ingrédients. Donc ici, je vous l'ai déjà dit, c'est une mousse chocolat sur une base de pâte à bombe. Donc c'est la mousse au chocolat idéale pour les entremets. C'est-à-dire que vous allez tailler, trancher votre entremets, il va garder sa forme et les parts vont bien rester régulières. Ce n'est pas une mousse chocolat à base de blanc d'œuf en neige qui généralement, ces recettes-là, sont plus destinées à être servies dans des coupelles ou des coupes à glace et mangées comme ceci à la cuillère. Elles sont beaucoup plus fragiles au blanc d'œuf qu'à la pâte à bombe. Et vous remarquerez également qu'il n'y a pas de gélatine. Le chocolat se suffit à lui-même pour avoir une bonne texture. Voilà, donc maintenant je vais commencer à rajouter un petit peu de crème. Donc toujours un tiers ou un quart à peu près. On va faire un pré-mélange. C'est là qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de chocolat qui cristallise et qui fasse des petits morceaux. Mais bon, il n'y a pas de raison. En faisant ce pré-mélange, en fait, on équilibre les températures. Une partie qui est très froide ici, une partie qui est moins froide ici. En mettant un petit peu, on rabaisse la température du chocolat. Et en fait, on équilibre progressivement les températures pour que le mélange soit parfait. Et là, je rajoute donc le restant de ma crème fouettée. Et je vais terminer délicatement mon mélange à la maryse, en allant bien chercher au fond, en remontant sur le dessus. On ne mélange pas au fouet, surtout pas. Et on doit obtenir une mousse chocolat donc parfaitement lisse, parfaitement homogène en couleur, sans grains. Comme ceci. Voilà, la mousse est prête. On va la mettre dans une poche à douille. Et je la réserve de côté jusqu'à ce que je m'en serve. Alors, à savoir que je ne vais pas m'en servir dans un quart d'heure, je vais m'en servir dans les minutes qui suivent. On ne fait pas une mousse chocolat qu'on laisse sur le plan de travail pendant une demi-heure à attendre. Si on la prépare, c'est qu'on est prêt à s'en servir. Là, je vais me préparer pour la suite. Donc, je vais démouler ma génoise au cacao qui a refroidi. Je retire la toile de cuisson. Et je vais venir détailler donc un disque de 18 cm de diamètre, donc qui correspond au diamètre de mon moule ici. Alors je le mets sur un côté pour conserver la partie qui n'est pas touchée, qu'on peut congeler et utiliser pour autre chose. Voilà. Et comme mon cercle fait exactement 18 cm, mon moule, je vais réduire un petit peu mon disque de génoise au chocolat, de façon à ce que le disque ne touche pas les bords du moule. Donc pour ça, si j'avais fait du 16 cm, c'était un petit peu petit. J'aurais dû faire 17, mais comme je n'ai pas de cercle en 17 cm, voilà, je réduis un petit peu comme ceci, en enlevant quelques millimètres tout autour. Ainsi, j'aurai vraiment la bonne dimension. Voilà, comme ceci. Donc, on a notre biscuit, on a notre mousse chocolat,
On va faire un sirop. Donc le sirop de ponchage, c'est un sirop à 30 degrés baumé. Vous retrouverez la recette sur le site. La base, c'est pour 1 litre d'eau, 1 kg 350 g de sucre. Vous faites bouillir, vous gardez l'ébullition jusqu'à ce que le sucre soit entièrement fondu et vous coupez le feu. Et votre sirop est prêt. Bien sûr, vous n'allez pas faire 1 litre de sirop chez vous. Vous faites un quart de litre ou un huitième de litre, ça suffira amplement. Et je l'aromatise donc soit au rhum, soit au Grand Marnier. Ici, je mets du Grand Marnier, donc qui est une liqueur d'orange qui va parfaitement bien aller avec le chocolat. Voilà, et on mélange et on est prêt pour le montage. Gaëtan, tu vas me chercher, s'il te plaît, dans la chambre de pouce. La chambre de pouce. Ah là là, dans la cellule, l'insert à la coco. Et on va pouvoir donc faire notre montage. Le moule, on va le positionner sur une plaque, bien sûr, merci, sur une plaque à pâtisserie pour pouvoir le déplacer une fois qu'il sera rempli. Et on va donc venir déposer un petit peu de mousse chocolat sur le fond. Voilà, j'ai découpé le fond de ma poche et je viens de déposer un cordon de mousse chocolat sur tout l'intérieur du moule. En spirale, je remonte sur les bords. Avec une mini palette, je vais venir bien écraser ma mousse chocolat. Voyons. Je fais avec ça. Ma mousse chocolat sur les bords de façon à ce que la mousse rentre dans les arabesques. Rappelez-vous, on a un moule avec un motif sur le dessus. J'écrase bien mon chocolat. Même au fond, je fais attention de bien mettre ce qu'il faut, de bien aplatir. Comme ceci. Ensuite, je viens rajouter encore un petit peu de mousse au centre. Je prends mon insert qu'on a démoulé tout à l'heure et je viens le positionner donc dans la mousse chocolat et je l'enfonce délicatement en veillant à bien le centrer. Alors sans aller jusqu'au fond du moule, bien sûr, hein. Il faut qu'il y ait de la mousse au chocolat entre le fond du moule et l'insert, comme ceci. Et là, je viens donc compléter avec de la mousse chocolat, comme ceci. Je viens fermer. Alors, on a un côté avec la croûte, un côté avec la mie. Alors, avant de fermer, ça c'est pour avoir vraiment le rendu optimal avec le sirop de ponchage, je vais venir poncher mon biscuit côté mie avant même de le positionner dans mon moule. Alors j'en mets pas trop, mais je mets du sirop sur le côté intérieur. Voilà. Je reprends mon biscuit et maintenant je le retourne. Alors si je mettais trop de sirop, j'aurais du mal à le retourner sans le casser. Et je viens le positionner sur mon moule. Je presse en le faisant tourner légèrement pour que l'excédent de mousse au chocolat en fait remonte sur les bords. Et avec ma spatule, je peux vraiment venir combler les bords et tout lisser parfaitement bien. Alors s'il faut rajouter un peu de chocolat, on rajoute, vraiment pour combler la petite rigole qu'il y a tout autour. Voilà.
Ensuite, je viens appliquer du sirop de ponchage également sur le biscuit du dessus, qui mettra plus de temps à pénétrer vu que c'est la croûte. Au moment où vous aurez un biscuit extrêmement moelleux à la dégustation. Voilà. Donc on attend quelques instants que le sirop soit imbibé. Ensuite, on va le couvrir donc d'un papier film au contact. J'attends quelques instants et on le met en congélation. Voilà, au congélateur. Cette préparation peut être faite plusieurs jours à l'avance, donc vous le conservez tel quel dans le congélateur et ainsi terminer l'entremets le jour J, le jour de la dégustation. Voilà, notre entremets donc a passé plusieurs heures au congélateur. Donc là, je viens de le sortir à l'instant du congélateur et on va procéder au démoulage. Donc je retire tout d'abord le papier film. Je viens le mettre sur un carton à gâteau et je vais le démouler sur un plateau tournant pour pouvoir donc le pulvériser et faire une finition perlée velours. Donc le démoulage doit se faire vraiment lorsque l'entremets est bien gelé pour éviter justement que la partie chocolat reste collée au fond du moule. Donc ici je l'ai positionné sur un plateau tournant, ce qui va me permettre de le pulvériser facilement. Et je vais utiliser donc le spray velours qui est donc ici, que je vous montre à la caméra. Spray velours finition brun, donc chocolat. Donc ce spray velours a la particularité d'être utilisé sans préchauffage. Certains sprays velours doivent être placés au bain-marie pendant environ une demi-heure. Ici, il est prêt à l'emploi. Il suffit juste de bien le secouer jusqu'à ce qu'on entende bien la bille claquer à l'intérieur. Et de le pulvériser donc sur l'entremets qui est totalement gelé. Alors j'ai protégé un petit peu je vais faire comme ça, le plan de travail. Voilà, le plan de travail parce que le spray produit beaucoup de particules. C'est un spray comme de la laque à cheveux en fait, hein, et pour protéger un peu le plan de travail. Donc je pulvérise à 20-30 cm de distance. En un léger voile. Alors dès que l'entremets est totalement couvert, on n'exagère pas non plus. On ne fait pas une carapace de spray velours, surtout si l'entremets doit rester au frais pendant plusieurs heures, pour éviter justement que cette carapace se craquelle lorsqu'elle sera au frigo. Donc vraiment un très léger voile. Alors qu'est-ce qui se passe? Le spray est à base de beurre de cacao, il est pulvérisé sur l'entremets qui est gelé. Au contact de l'entremets, le beurre de cacao se met en microparticules, donc ça forme des petites gouttes qui se figent au contact du froid. Et on a donc cette finition qui est donc effet velours, que je peux montrer à la caméra. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Donc lorsque le flocage est terminé, l'entremets peut être déposé sur le plat de service. Donc ça aussi on le fait tant que l'entremets est gelé, ça sera beaucoup plus facile pour le manipuler. Avec 2 palettes coudées, il faut retirer le carton. Hop, qui a tendance à coller un petit peu. Voilà. Et le transférer sur le plat de service. Donc aidez-vous avec une 3e palette si nécessaire pour faire glisser la palette sans abîmer l'entremets. En choisissant également un plat de service adapté.
Petite finition. Alors, vraiment la dernière finition. Donc l'entremet, il faut penser qu'il est congelé. Alors il dégèle très vite en surface, mais il est congelé à cœur. Donc il faudra le laisser dans le frigo pendant minimum 4 heures pour qu'il soit dégelé à cœur. Que l'insert à noix de coco soit également dégelé à cœur. Et là je vais venir donc faire une petite décoration vraiment très rapide sur le dessus, parce que le moule se suffit à lui-même pour avoir une finition avec toutes les arabesques qu'on peut voir en surface. Donc ici j'ai un petit décor, un petit tampon meilleur du chef en chocolat que j'ai réalisé antérieurement, que je vais juste dorer avec un petit peu de poudre d'or. Donc je prends un petit peu de poudre d'or que je viens appliquer avec un petit pinceau, vraiment pour donner un côté métallique. Voilà, j'enlève l'excédent. Alors ça pourrait être une poudre de bronze, une poudre d'argent, là on fait comme on veut. Et ensuite, pour faire adhérer donc mon petit tampon en chocolat, je vais venir déposer un tout petit peu de nappage miroir neutre, juste une goutte ici au sommet. Donc pour le faire, je le fais avec un petit cornet décor. On pourrait le faire avec une goutte de chocolat fondu. Voilà, comme ceci. On choisit le côté le plus joli, surtout si le décor a un sens. Et je viens donc le déposer sur le dessus, juste pour le faire adhérer. Et voilà donc le gâteau d'anniversaire chocolat noix de coco terminé. Pensez à la décongélation, c'est très important et il n'y a plus qu'à vous régaler. Je vous rappelle que ce gâteau a été fait durant la période des 20 ans de l'anniversaire de Meilleur du Chef, des 20 ans. Donc, je vous rappelle qu'il y a également un concours en partenariat avec Cacao Barry. Réalisez votre gâteau d'anniversaire des 20 ans de Meilleur du Chef. C'est un gâteau qu'il faut faire à base de chocolat, bien sûr. Ce concours est ouvert jusqu'au 14 octobre 2021. Nous aurons 3 gagnants qui seront désignés. Le lot à gagner, c'est 3 kg de chocolat et un kit de pâtisserie Cacao Barry. Donc chaque gagnant aura 3 kg plus le kit. Et bien sûr, pour les modalités du concours, avec beaucoup plus de précision, vous vous rendez sur la page Facebook de Meilleur du Chef pour voir en fait le règlement. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.